Guillaume Bigot, le RN n'a pas officiellement soutenu Trump dans cette campagne. Aujourd'hui qu'il est élu, est-ce que vous redoutez sa politique internationale sur le dossier de l'Ukraine en particulier? Non, je pense qu'on la redoute et c'est peut-être quelque chose qui nous réunit tous, surtout sur la question commerciale, parce qu'on sait que Trump est un protectionniste, qu'il va imposer des tarifs douaniers. Il l'avait déjà fait la dernière fois. Lorsqu'on avait avancé des taxes pour les GAFAM, il avait immédiatement réagi en taxant à hauteur de 20% nos alcools. Donc voilà, ça c'est sûr et certain. On en parlera à nouveau. Je pense que vous êtes tous d'accord là-dessus, sur le protectionnisme. Est-ce que l'Europe doit prendre le relais? Est-ce que l'Europe doit assumer seule sa capacité à aider militairement? Je veux bien répondre à ces questions-là, mais c'est pas tout à fait la même. La question sur la menace que Trump représente par rapport au dossier ukrainien, non. Le problème de la menace que fait peser la menace sur l'Ukraine, c'est Poutine, c'est pas Donald Trump, en vérité. Et là, vous savez qu'il va proposer à Poutine de négocier. De négocier sur la base du Donbass qui est déjà... Sur le terrain, malheureusement, c'est une guerre d'agression déclenchée par la Russie. Je pense que là, tout le monde est assez d'accord sur ce point. Il n'y a pas des débats sur le plan international, exactement comme George Bush avait agressé l'Irak. D'ailleurs, je pense que la boîte de Pandore de ce droit international depuis 1945, qu'a les grandes puissances, bien sûr, avec la dissuasion nucléaire, mais les puissances on va dire du directoire international qui était le Conseil de sécurité étaient d'accord pour à peu près respecter le droit international. La boîte de Pandore a été ouverte par les États-Unis. Ensuite, elle a été réouverte par Vladimir Poutine qui a agressé son voisin. Donc là, on est malheureusement dans une scène internationale très dangereuse. Que pense le RN aujourd'hui? Maintenant, on sait qu'il a dit qu'il allait arrêter d'aider l'Ukraine et négocier. Il le dit en 48 heures. Ça veut dire question n'est pas sur la base au fond du Donbass. La question n'est moins celle de l'arrêt de l'aide. Mais l'Europe doit faire quoi alors? Que sur le terrain militaire, ce que les spécialistes suivent, et moi je suis des gens qui sont pro-ukrainiens et pro-russes, et j'essaie de mélanger ces informations pour avoir une vision à peu près correcte de ce qui se passe sur le plan technique militaire, d'une certaine façon. Quand on s'intéresse à ce qui se passe sur le terrain militairement, on se rend compte que malheureusement, les Ukrainiens sont littéralement épuisés, que l'enrôlement n'arrive plus à suivre, et que la production d'armes, la production d'artillerie notamment, donc on arrête, on négocie. C'est pas nous, les Européens, ni Donald Trump qui arrête, c'est que malheureusement, la situation, il faudrait, à mon avis, arrêter la boucherie au stade où on en est. La question maintenant est de savoir jusqu'à quel point on va laisser Poutine s'en tirer avec une agression et avec jusqu'à quel point il peut annexer, c'est ça? Exactement, d'une part. Et à cet égard, je pense que Trump, et c'est aussi l'homme qui a écrit The Art of the Deal, c'est-à-dire c'est un homme de la négociation. Et il est très surprenant, c'est un personnage qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui est toujours très surprenant et qui arrive par là où on l'attend pas. Donc il se peut que Trump, contrairement à ce qu'on imagine, impose dans une négociation des conditions à Vladimir Poutine que d'autres ne pourraient pas imposer. En tout cas, il faudrait, à mon sens, arrêter la boucherie. Sur Gaza et sur le Proche-Orient, sur Israël, Benjamin Netanyahou s'est immédiatement félicité. D'ailleurs, les deux hommes se sont parlé, Donald Trump et le Premier ministre israélien. C'est une alliance encore plus solide des États-Unis avec Israël qui va se mettre en place. Est-ce que ça vous réjouit, Guillaume Bigot? Est-ce que c'est pour vous le moment d'en finir avec la menace sécuritaire d'Israël, ou au contraire, il y a quelque chose de très inquiétant sur le cessez-le-feu qui n'arrivera pas? Moi, je distinguerais les théâtres en vérité, et ce qui était très dangereux dans la séquence précédente avec les démocrates, c'est que les théâtres, d'une certaine façon, étaient synchronisés. Ce que les gens qui regardent les relations internationales constataient, c'est que, bien sûr, l'ouverture de ce front à Gaza n'était pas nécessairement sans lien avec ce qui se passait entre la Russie et l'Ukraine, puisque les États-Unis, apportant des munitions à Israël, ne pouvaient plus soutenir aussi facilement l'Ukraine. Et tout le monde s'attendait et regardait avec inquiétude la Chine, le détroit entre la Chine et Taïwan, pour voir si un troisième front allait s'ouvrir. Alors moi, je serais assez d'accord avec Vincent Hugues pour dire qu'il y a un risque moyen-oriental spécifique avec Trump, parce que là, il y a eu, à mon avis, effectivement, cette erreur de remettre une pièce dans le jukebox et de permettre à l'Iran, finalement, de reprendre son enrichissement d'uranium, ça c'est vrai. Mais vous craignez que Trump autorise Netanyahou à attaquer l'Irt et ses sites nucléaires, parce qu'il faut le feu vert sur une arme particulière pour attaquer les sites nucléaires américaines. Pas dans le secret des dieux, mais il est certain que les Israéliens et la nouvelle administration américaine sont dans une situation
situation telle qu'il pourrait jouer une sorte de tout pour le tout pour éviter ce franchissement de seuil nucléaire. Et là, à mon avis, il y a vraiment un danger. Sur le reste des théâtres, moi, ça me paraît plus rassurant sur le plan de la politique étrangère stricto sensu que ce qui se passait avec l'administration démocrate. Je rappelle quand même que les démocrates ont souvent déclenché des guerres, la guerre du Vietnam, etc. Et que par ailleurs, cette guerre, moi, j'ai pas du tout la même lecture que peut-être que nos autres députés et que Vincent Hugues, que j'ai écouté avec attention sur la crise en Ukraine. C'est une crise très grave, c'est une agression de la Russie, il n'y a aucun doute là-dessus, mais c'est une crise régionale. Je ne vois pas, absolument pas, Vladimir Poutine partir à la conquête de toute l'Europe, à la conquête du monde, etc. D'une certaine façon, ce qui se joue avec l'élection de Trump, c'est aussi un cran d'arrêt à la mondialisation. Qu'est-ce que la mondialisation? Il y a un effet interne dans les démocraties, il y a un effet externe. L'effet interne dans la démocratie, c'est le creusement des inégalités, et ce qu'on a vu avec Trump, c'est vraiment la revanche, disons, des gens qui sont un peu les losers de la mondialisation. Alors on y va sur le commerce. Pour le moment, on peut douter du poids de l'Europe sur l'obtention d'un cessez-le-feu. Il y a une fracture, la Chine, les États-Unis, tout ça, c'est assez dangereux. Guillaume Bigot, pour terminer. Oui, et en même temps, il y a une espèce de fixette sur Trump parce qu'il a un style tellement folklorique et tellement bizarre que ça nous choque. Mais en vérité, n'oublions pas les sanctions très violentes imposées par George Bush Jr. à la France quand on n'a pas été en Irak. N'oublions pas l'affaire des sous-marins avec Joe Biden. La politique d'un État, elle est dans sa géographie. Le mur de Trump, c'est Obama qui avait commencé le mur de Trump. Trump l'a terminé. Le protectionnisme que voulait déployer Trump, qui l'a déployé, c'est Joe Biden. Donc vous voyez, la politique américaine ne va pas fondamentalement changer. Les États-Unis, effectivement, c'est une démocratie, ils défendent leurs intérêts. La question, effectivement, des droits de douane est vraiment intéressante, c'est la question clé. Moi qui suis un anti-européiste devant l'éternel, il y a au moins quelque chose qui serait utile en Europe, c'est l'effet de levier des centaines de millions de consommateurs que nous sommes. Et là, l'Europe pourrait, pour une fois, servir à quelque chose. On va se quitter sur cette note d'accord. Le protectionnisme ne doit plus être un gros mot.